Alors, bonjour et merci à Caroline pour son introduction. Merci à la RUC aussi pour cette belle invitation pour être avec vous aujourd'hui pour parler des couples qui vivent en famille recomposée. Alors, on a préparé mon étudiante Annie Gagné, qui est mon étudiante au doctorat. On a préparé ensemble cette présentation aujourd'hui qu'on va espérer que va vous être utile. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais noter quelque chose. D'abord, l'augmentation des consultations de couples et de familles aux prises avec des enjeux liés à la recomposition familiale. Je suis chercheure et à la fois clinicienne et je pense qu'on peut s'entendre sur le fait que dans les derniers 15 à 20 ans, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui consultent dans des différents contextes cliniques pour avoir du soutien avec ces enjeux-là. Deuxièmement, ce qu'on renote aussi, c'est le peu d'attention dans la recherche qui est posée spécifiquement sur le couple qui vit en famille recomposée. Énormément de recherche qui se fait sur les séparations parentales, recomposition familiale, transition familiale multiple, mais souvent, je dirais, le gros de la recherche porte vraiment sur l'adaptation des enfants et s'assurer qu'on peut mettre les conditions optimales pour leur développement. Ce qui laisse, malheureusement, les adultes et les couples un petit peu de côté. Il y a quand même des efforts de recherche qui sont faits, mais de façon proportionnelle, il y en a beaucoup moins. Ce qui, pour moi, est passablement problématique. La raison pour laquelle c'est problématique, c'est que sans couple, il n'y a pas vraiment de famille recomposée. Donc, il serait important de pouvoir développer la résilience de ces couples-là, qui ont fait face à une séparation parentale dans le passé et qui souhaitent que ça se passe mieux cette fois-ci. Donc, on pourrait penser que ça serait important de mieux comprendre quels facteurs sont liés justement à leur résilience, d'autant plus qu'on sait aussi que ces couples-là sont généralement vulnérables, en particulier dans les premières années qui suivent la recomposition familiale, et aussi parce que les couples qui vivent en famille recomposée non seulement font face aux enjeux que tout couple moderne a à faire face, mais aussi parce qu'ils font face à des enjeux qui sont spécifiques à la recomposition familiale. Des enjeux comme par exemple le fait d'avoir à partager l'élevage de nos enfants avec des étrangers, avec le fait aussi qu'il faut apprendre à développer son rôle beau-parental en même temps qu'on est en train de développer sa relation de couple. C'est le syndrome, qu'on dit, de la famille instantanée. Donc ça aussi, c'est pas évident pour ces couples-là. Sans compter le fait qu'il y a la présence d'ex-conjoints dans le portrait, ce qui n'est pas toujours aussi simple pour pouvoir vivre sa vie de couple. Et le fait que les enfants ont eu à vivre un certain nombre de transitions, peut-être des changements d'école, des changements de maison, ce qu'on sait qui peuvent être stressants pour toute famille. Donc, pour toutes ces raisons-là et plusieurs autres que je suis sûre auxquelles vous pouvez penser vous-même, les couples qui vivent en famille recomposée n'ont pas nécessairement la vie simple. En même temps, c'est important de parler de l'importance du couple parce que on peut peut-être assumer que, bien que le couple est important, bien, si on s'aime, ça devrait être suffisant. Or, on sait que la relation de couple, ça requiert une attention spéciale et surtout le développement d'habiletés. On n'apprend pas de façon nécessairement naturelle à être un excellent conjoint. En fait, ça demande un certain nombre d'habiletés qui peuvent être enseignées, qui peuvent être développées. Et donc, c'est toujours moyen, si on veut, de devenir un meilleur partenaire. Et maintenant qu'on sait que nos familles vivent beaucoup de stress, c'est une bonne chose de pouvoir développer ces habiletés-là. Deuxièmement, il y a un enjeu particulier des couples qui vivent en famille recomposée. Je l'ai nommé de façon un peu générale, je le nomme de façon plus spécifique. C'est l'idée qu'il y a la présence de d'autres personnes, il y a d'autres relations importantes qui coexistent dans la relation de couple des couples qui vivent en famille recomposée. Et là, évidemment, on parle de ces relations-là qui existaient avant la formation du couple, que ce soit les relations avec les enfants, et que ce soit la relation aussi avec ces ex-conjoints-là qui demeurent dans le portrait. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir développer une relation de couple qui va être solide dans ce cas-là? Et c'est là qu'on va parler du fait que le couple dans la famille recomposée, on pourrait peut-être penser à lui un peu comme si c'était plutôt la fondation de la famille recomposée. Et là, je sais que ça peut être peut-être une idée même controversée parce qu'on va dire souvent les recompositions familiales, à la base, on essaie de faire ce qui est le mieux pour les enfants. Et je suis tout à fait d'accord avec cette logique-là.
En même temps, moi, quand je pense au couple et au fait que c'est le couple, pour moi, c'est la fondation de la famille recomposée, ça me fait penser un petit peu à l'histoire des trois petits cochons. Alors, je suis sûre que vous êtes probablement tous familiers avec cette histoire-là pour enfants. Nos trois petits cochons qui cherchent à se protéger du grand méchant loup et qui passent d'une maison à l'autre pour aller éventuellement à une maison qui est suffisamment forte pour pouvoir soutenir les attaques du grand méchant loup. Dans ce cas-là, moi, je vois les trois petits cochons un petit peu comme nos enfants. Hein? Ils passent d'une maison à l'autre, ils ont besoin d'être protégés. Le grand méchant loup, c'est le stress. Hein? C'est le stress des transitions familiales. Et le couple, c'est quoi? C'est la maison. Hein? Alors, c'est certain qu'on veut toujours prendre soin de nos enfants, mais on a besoin de cette protection-là aussi. Et cette protection-là a besoin, elle, d'être bien réfléchie. Hein? Et donc, comme on peut voir dans l'histoire des trois petits cochons, éventuellement, on a pensé à avoir des matériaux de plus en plus solides pour réussir justement à bien protéger ce cargo précieux qui était ces trois petits cochons-là. Et donc, nous, aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble un peu, c'est de voir justement comment est-ce qu'on va développer la maçonnerie, comment est-ce qu'on va pouvoir créer des stratégies pour faire en sorte que nos couples, justement, soient plus résilients et plus heureux aussi, plus satisfaits dans leur relation de couple, parce que c'est très important pour toute la famille recomposée. Alors, premièrement, j'aimerais vous parler de la préparation à la vie en famille recomposée. Et là, je sais que quand on parle de préparation à la vie de famille en recomposée, pour beaucoup de gens qu'on voit dans nos milieux, c'est un peu trop tard parce qu'ils sont déjà rendus là. Mais je pense que c'est quand même bon de pouvoir en parler, d'une question même en termes de progression dans le temps, qu'il y a des tâches qui peuvent être faites afin de bien préparer sa relation de couple pour la recomposition familiale. D'abord, on voit dans la recherche et dans le milieu clinique que la plupart des gens s'entendent sur le fait qu'une chose qui serait importante pour les couples avant de pouvoir vraiment s'embarquer de nouveau, c'est de pouvoir faire la paix avec leur passé conjugal. Et là, je le dis de façon simple en comprenant bien que c'est très complexe. D'abord, faire la paix avec le passé conjugal, ça implique en fait deux tâches principales. La première, c'est de faire le deuil de la relation avec notre ex-conjoint ou notre ex-conjointe. Et là, ça aussi, c'est pas simple pour plusieurs raisons. La première est qu'il y a des sentiments positifs et négatifs probablement qui coexistent, mais il est probable qu'on a plus accès aux sentiments négatifs lors de la séparation. Moi, ce que je vous dirais, c'est que c'est bon aussi d'encourager les personnes qui passent à travers ces transitions familiales-là, de pouvoir faire le point à la fois de façon positive et négative. Et là, je vois qu'on a un petit truc technique. Caroline va venir faire le tour. C'est important de pouvoir faire le point à la fois sur les émotions positives et négatives parce que c'est clair que cette relation-là avait été choisie pour certaines raisons. C'est clair qu'à un moment donné, cette relation-là a semblé comme un bon projet de vie. Donc, de pouvoir faire le point sur à la fois ce qui a été positif dans la relation et ce qui a été négatif peut, d'une part, aider à faciliter de faire le deuil des émotions négatives, mais aussi, ça peut nous préparer de façon judicieuse pour notre prochaine relation parce qu'on peut identifier de façon plus claire non seulement ce qu'on n'aime pas, mais ce qu'on aime. Donc, à ce niveau-là, ça peut être très stratégique, très bon, très proactif de pouvoir faire ce point-là. Je reconnais par contre que c'est difficile parce que c'est un deuil aussi qui doit être fait à un moment donné où une relation avec cette personne-là continue d'exister. Ce n'est pas un deuil complet, c'est vraiment un deuil de la relation et pas de la personne. Et là vient la deuxième tâche qui est de négocier une nouvelle relation avec cet ex-conjoint-là. Et là, on va dire que là aussi, il y a des recommandations assez claires. Par exemple, lié au fait de pouvoir négocier une relation qui est vraiment centrée autour du co-parenting, autour de l'élevage des enfants, une relation qu'on veut qui ressemble plus à une relation professionnelle. Quand on travaille en équipe, dans un milieu de travail, on ne s'entend pas toujours, on n'a pas toujours les mêmes valeurs, on n'a pas toujours les mêmes styles de personnalité, mais si on doit travailler ensemble sur un projet, il faut trouver le moyen de s'entendre à un certain niveau. Et c'est là où est-ce qu'on va dire, et même si c'est difficile de se respecter, au minimum, il faut faire preuve de civisme. Je pense que les couples et les adultes qui réussissent à faire au moins une partie de ce travail-là avant de s'engager dans une nouvelle relation de couple, c'est vraiment mettre, comme on dit, de l'argent en banque pour se créer moins de problèmes. On va voir aussi un petit peu plus tard dans la présentation que ce genre de stratégie-là va aider aussi
pourrait aider notre conjoint à mieux s'intégrer à la famille recomposée. Mais je vais y revenir un peu plus tard. L'autre chose dont j'aimerais parler, c'est le temps. On sait, la recherche nous le dit, que les gens se remettent en couple très rapidement. Après une séparation parentale, certaines recherches vont nous dire que les couples vont se mettre à cohabiter en recomposition familiale en moins d'1 an après le début de la fréquentation. D'autres recherches nous disent en fait que c'est même peut-être plus rapide que ça, que beaucoup de couples en fait qui se mettent qui emménagent ensemble moins d'un an après la séparation. Donc c'est très rapide. Et on comprend que les gens tombent en amour, on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Cela dit, c'est pas nécessairement tout le temps la meilleure chose d'aller aussi vite. On sait que les enfants, par exemple, eux, ont leur deuil aussi à faire, donc ça peut leur amener énormément de chamboulements en même temps. Donc, on peut se poser la question de savoir comment ça se fait que les gens se remettent aussi rapidement en ménage. Bien, il y a certaines hypothèses qui ont été amenées dans la recherche qui ont probablement une part de vérité. D'abord, on va parler de l'utilisation des stratégies d'évitement. Entre autres, il y a des travaux qui ont été faits aux États-Unis par Afifi et par la suite, il y en a eu plusieurs autres dans la dernière décennie. Mais des recherches qui ont démontré dans l'étude de la communication dans les familles recomposées que les gens qui sont en famille recomposée ont tendance à utiliser beaucoup plus de stratégies d'évitement dans leur communication. Et par évitement, je veux dire, on évite de parler de sujets sensibles, on s'interrompt, on arrête une certaine conversation quand on sait que les choses commencent à être un petit peu plus difficiles à pouvoir discuter. Et en fait, au départ, on pensait que ces stratégies-là étaient très mauvaises, mais là, on se rend compte que c'est peut-être pas si mauvais que ça. C'est peut-être une façon que les gens utilisent pour protéger des relations qui sont moins résilientes. Par exemple, les nouvelles relations dans la famille recomposée sont plus vulnérables, ça fait moins longtemps que les gens se connaissent, il n'y a pas nécessairement de lien de sang. Donc, comment est-ce qu'on fait pour protéger ces relations-là dans un milieu familial qui est par ailleurs assez stressant? Mais une des choses qu'on peut faire, c'est éviter de parler de choses qui peuvent être trop sensibles, qui peuvent être incommodantes, inconfortables pour l'autre personne. Le problème avec ça, par contre, c'est que si on évite de parler de sujets qui sont très importants, comme par exemple, quelles sont nos attentes pour la recomposition familiale, comment est-ce qu'on va négocier les rôles dans la famille, ça peut amener des problèmes plus tard au niveau des conflits. L'autre hypothèse qu'on a pour le fait que les gens se remettent en ménage rapidement, bon, la première, c'est qu'on dit qu'ils évitent de parler de certaines choses et donc ils sautent tout de suite dans l'emménagement. L'autre chose qu'on dit aussi, c'est qu'ils ont peut-être des attentes irréalistes. Il y a plus dans la recherche, les Vischer en ont parlé en long et en large. Différents mythes qui existent autour de la recomposition familiale, entre autres le mythe de l'amour instantané, où est-ce qu'on pense que nos enfants vont aimer nos nouveaux conjoints et que vice-versa, ou aussi le fait que qu'est-ce qui est bon pour le parent et va être bon pour les enfants. Donc, si moi, j'aime mon conjoint, je suis heureuse là-dedans ou je suis heureux là-dedans, ça devrait faire plaisir à tout le monde aussi. Donc, il y a des mythes comme ça qui perdurent par rapport à la recomposition familiale et qui peuvent faire en sorte que les gens n'ont pas toujours, si on veut, l'idée de penser trop d'avance. Bon, bien, il faudrait discuter de toutes ces choses-là de façon explicite avant d'emménager ensemble. La dernière hypothèse, qui n'est pas ici, mais moi, je pense qu'elle est aussi très pratico-pratique, c'est pour des questions pécuniaires. C'est-à-dire que les transitions familiales, c'est coûteux. C'est pas simple pour les adultes de pouvoir faire face au stress financier additionnel qui sont liés à la séparation parentale. Et je pense que c'est important de reconnaître que pour beaucoup de personnes, de pouvoir emménager avec un conjoint, ça représente aussi une augmentation au niveau du statut économique. Donc, ça aussi, ça peut vraiment pousser certaines personnes à emménager plus rapidement. Donc, je pense qu'il y a des constatations très réalistes aussi qu'il faut prendre en compte par rapport à ça. Cela dit, je pense que de parler à l'avance de qu'est-ce qu'on attend de cette recomposition-là peut être important parce que bien que ces conversations-là soient délicates, c'est en fait un dialogue qui est central au processus de développement de cette nouvelle fondation familiale, de ce couple-là. Et là, ici, je vous donne un grand nombre de suggestions de questions autour de 3 thématiques centrales que les couples, idéalement, devraient prendre en considération quand ils commencent à penser à emménager ensemble. Premièrement, on peut penser à des questions qui concernent vraiment le couple, c'est-à-dire, est-ce que nos besoins mutuels sont rencontrés au sein de cette relation-là? Comment est-ce qu'on peut faire pour que nos besoins soient mieux rencontrés? Est-ce qu'on se considère comme des partenaires égaux? Est-ce qu'on a du plaisir ensemble? Est-ce qu'on a des intérêts, des valeurs communes? Est-ce qu'on est bon pour résoudre des conflits? Est-ce qu'on est prêt à faire des compromis? Puis, est-ce qu'on est
prêts à nous entraider les uns les autres. Donc, ce genre de questions et des thématiques autour de ces sujets-là qui sont probablement importantes d'être discutées par le couple afin d'avoir une meilleure idée de leurs forces, puis aussi peut-être des endroits où est-ce qu'ils pourraient obtenir du soutien additionnel pour les aider dans cette transition-là. Une autre série de questions pourrait concerner les enfants. Hein? Par exemple, est-ce que je suis prêt à jouer un rôle de beau-parent? Est-ce que mon partenaire l'est? Est-ce que je suis prêt à accepter ces enfants-là? Est-ce que mon partenaire l'est également? Est-ce que je peux avoir confiance que mon partenaire va être adéquat quand il est en présence de mes enfants? Est-ce que je peux accepter aussi la relation que mon partenaire a avec ses enfants? Est-ce qu'on a des styles parentaux similaires? Est-ce qu'on peut envisager qu'il va y avoir peut-être des accrochages de ce côté-là? Est-ce qu'on a des attentes aussi similaires? Parce que des fois, il y a les styles parentaux, mais il y a aussi les attentes par rapport aux enfants. Donc, ça aussi, un certain nombre de sujets qui peuvent être importants d'aborder entre le couple par rapport aux enfants pour mieux préparer l'emménagement ensemble. Finalement, une série de questions qui concernent vraiment la vie en famille recomposée. Et là, vous allez remarquer sûrement qu'il y a certaines questions qui nous amènent un peu aussi à s'interroger sur notre histoire. Hein? Et cette idée-là de s'interroger sur son histoire personnelle, c'est aussi pour nous aider comme nouveaux conjoints à mieux comprendre ce qui nous motive dans nos choix actuels. Quand on a formé notre première famille, souvent on était plus jeunes, c'était un peu peut-être le classique, là, on tombe en amour et on pense que tout va bien aller. On sait maintenant, avec le deuil qu'on a eu à vivre, que ce n'est pas toujours comme ça. Donc, ça peut être important, comme adulte maintenant, de pouvoir faire un reflet sur cette histoire personnelle-là et de penser à comment j'en suis arrivée ici et quelles sont mes attentes et mes idées et mes valeurs par rapport à la famille pour essayer de rendre ça un peu plus explicite de façon à ce que quand on s'engage dans ce nouveau processus-là, ça peut être fait vraiment d'une façon qui est ouverte, claire et proactive. Alors, exemple de questions qui peuvent nous aider à la réflexion et à la discussion, mais par exemple, c'est quoi que ça signifie la famille pour nous? Puis c'est quoi que ça signifiait dans notre jeunesse? Hein? Qui était présent? Qui faisait partie des activités familiales? Est-ce qu'on faisait partie nous-mêmes d'une famille recomposée quand on était jeune? Puis comment est-ce que c'était pour nous? Est-ce qu'il y en avait dans notre entourage? Quelles expériences comme adultes nous ont permis de découvrir ou de confirmer ce que sont nos valeurs familiales? Comment est-ce que ça va avoir un impact sur notre famille recomposée à nous? Est-ce qu'on a déjà fait partie d'un couple recomposé? Comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on a appris de cette expérience-là? Et quelles sont nos attentes maintenant pour le rôle de parents et de beaux-parents? Est-ce qu'on est d'accord sur ces attentes-là? Puis quelle stratégie est-ce qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir discuter de nos désaccords ensemble? Donc, toutes des choses qui nous amènent, encore une fois, à clarifier notre position par rapport à la recomposition familiale. Et ça, je vous dirais, c'est vraiment important de le faire parce qu'il n'y a pas vraiment de script social pour vraiment nous orienter à savoir c'est quoi que ça a de l'air d'être un bon conjoint en famille recomposée ou c'est quoi que ça a de l'air d'être un bon parent en famille recomposée. C'est quoi que ça a de l'air d'être un bon beau-père ou une bonne belle-mère. On dit une mère, un père, on a une idée, il y a un script pour ça. Mais pour ce qui est de la famille recomposée, il n'y a pas vraiment de script. Puis ce que la recherche nous dit, c'est que quand il n'y a pas de script, quand il n'y a pas déjà une étiquette, une description claire au niveau social de « mais qu'est-ce que ça prend pour bien réussir dans ce rôle-là? » Mais ça veut dire que le rôle a besoin d'être défini de façon interpersonnelle. Et donc, ça veut dire que ça va demander de la communication. Donc, plus que le couple est capable de pouvoir discuter de ces choses-là, plus qu'il va être en mesure de pouvoir préparer le terrain. Alors, maintenant, assumons que notre couple très proactif a passé à travers ces discussions-là avec succès, avec brio. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Bien, c'est le temps de réussir son couple au quotidien. Hein, on a emménagé, maintenant on vit ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire pour s'assurer que ça dure, pour que ça se passe bien? Alors d'abord, j'aimerais vous poser la question, je ne connaîtrai pas la réponse, mais je vous la pose quand même. Qu'est-ce que vous pensez qui contribue le plus à prédire la relation de couple durable? Est-ce que vous pensez que c'est les grands gestes d'amour? Est-ce que vous pensez que c'est l'accord parfait? Hein, le fait de ne jamais chicaner, on tombe sur la personne qui pense exactement comme nous? Ou est-ce que c'est plutôt les comportements anodins, au quotidien, les choses auxquelles probablement on ne pense pas vraiment? Qu'est-ce qui est le plus prédictif des relations de couple durables? Alors, vous allez me voir venir, c'est les comportements anodins.
Et ça, il y a plusieurs recherches qui nous le démontrent. Et en fait, je vous dirais, c'est vraiment important les comportements anodins pour deux raisons. D'abord, on remarque que les comportements anodins sont plus importants à long terme que les grands gestes d'amour et l'accord parfait, mais aussi que les comportements positifs et négatifs n'ont pas le même pouvoir. En fait, les comportements négatifs ont beaucoup plus de pouvoir que les comportements positifs. En fait, la recherche tente à démontrer qu'il y aurait un ratio de 5 pour 1. Donc, pour chaque comportement positif qu'on fait, bien, excusez-moi, pour chaque comportement négatif qu'on a à l'endroit de notre conjoint, ça prend 5 comportements positifs pour pouvoir renverser la donne. Donc, ça veut dire que quand on fait quelque chose de négatif, ça tend à avoir une influence assez importante. Il faut se rassurer par contre parce que la plupart des couples réussissent à respecter ce ratio-là en général, donc ça va assez bien. On est quand même, généralement, on essaie d'être gentils un envers les autres, donc ça devrait bien se passer. Mais ce que ça veut dire quand même, c'est que ce ratio-là nous indique qu'il faut pouvoir vivre sa relation de couple d'une façon qui est proactive, qui est engagée, qui est attentionnée. Moi, quand je travaille avec des couples, souvent, je leur parle de leur relation de couple, c'est comme un jardin. Souvent, quand ils viennent me voir, le jardin est en friche. Les choses ont été laissées un peu là, à eux-mêmes pendant un certain temps. Puis, il y a une partie du travail qui est de nettoyer les mauvaises herbes, mauvaises habitudes, en apprendre de nouvelles. Et des fois, ça peut prendre du temps à ce que les choses repoussent aussi. Et là, une fois que ça pousse puis que le jardin commence à être beau, il faut en prendre soin. Parce que si on n'en prend pas soin, ça ne prend pas de temps que les ronces reviennent. Donc, c'est important de se rappeler de ça, que c'est les comportements anodins qui sont vraiment importants parce que ce que ça nous dit, c'est que les grands gestes d'amour, c'est beau, mais ça ne remplace pas le sentiment de connexion au quotidien. Hein, c'est important de pouvoir apprendre à connecter avec notre conjoint. Donc, comment est-ce qu'on fait, de fait, pour cultiver ça? Comment est-ce qu'on cultive la connexion de couple au quotidien? Bien, d'abord, c'est important de se parler. Hein, prendre du temps pour apprendre à se connaître. Surtout qu'on sait que beaucoup de couples n'auront probablement pas fait la partie que je viens de vous parler et ils se sont mis en ménage probablement assez rapidement, mais il y a probablement encore bien des choses à apprendre de son conjoint. Donc, ça vaut la peine de parler ensemble. Organiser aussi du temps pour faire le point, discuter de la journée. En trouver un temps où est-ce que, pas quand on est toutes là, activées, stressées, en train de faire 3000 affaires, mais même si c'est 10 minutes, hein, pour essayer de faire le point, discuter de sa journée avec son conjoint, apprendre, dans le fond, à décanter ensemble. Assurer aussi de communiquer notre appréciation de l'autre, hein, de dire à notre conjoint quand il fait quelque chose de bien. « Hey, t'es gentil d'avoir vidé le lave-vaisselle ce matin. Je savais que j'avais à le faire. Quand je t'ai entendu là, que c'est toi qui le faisais, ça m'a fait plaisir. Hein? » Donc, de prendre le temps de noter les petits gestes qui sont faits. Provoquer aussi des petits moments d'affection. Hein, de se donner un bec avant de partir le matin, de se dire « je t'aime » avant d'aller se coucher, de trouver un moyen de faire des petites routines hein, qui cultivent cette connexion-là. Puis surtout, apprendre à se tourner vers son conjoint quand on vit du stress. Beaucoup de gens qui ont de la difficulté, qui pensent qu'il faut qu'ils gèrent leurs affaires eux-mêmes. Et ça, on va en parler un petit peu plus loin aussi. Mais cette capacité-là de pouvoir se tourner vers son conjoint quand on vit de la détresse, c'est très important. Parce que ça montre que c'est un gage de confiance, ça aide à développer l'intimité. Ça peut aussi faire en sorte que notre conjoint se sent plus compétent dans la relation avec nous parce qu'il voit qu'il peut avoir un impact positif sur notre bien-être. Donc, ce sont toutes des choses qui amènent un rapprochement, une solidification de la relation. Mon étudiante Annie nous a aussi inclus une série d'exercices anodins qui peuvent être utilisés dans la relation de couple au quotidien. Donc, si vous avez besoin d'idées additionnelles pour développer votre connexion de couple, elle nous en donne 4. Alors, la première a dit, bien, avant de partir au travail, vous pourriez parler d'un élément important qui va se dérouler dans la journée de votre partenaire. Hein, comme ça, le soir, vous aurez aussi quelque chose à lui demander. Vous allez dire, comment ça s'est passé finalement? Lors du retour au travail, planifiez peut-être un 20 minutes pour débriefer, là, de parler de ce qui s'est passé dans la journée. Et là, on va dire vraiment 20 minutes parce qu'on ne veut pas non plus que ça vienne s'écouler dans toute la soirée, qu'on n'arrête pas de parler de tout ce qui va mal. Mais d'avoir une période déterminée à l'avance, ça c'est le 20 minutes là, pour ventiler. Ça peut être un moment où est-ce que de fait, on peut connecter avec notre partenaire, exprimer nos frustrations, puis après ça, on peut mettre ça un peu plus de côté puis passer à autre chose. Dire spontanément à notre partenaire une qualité ou une caractéristique de sa personne qu'on admire à tous les jours.
Donc, essayez de trouver une chose de bien à dire à notre conjoint. Puis finalement, essayez de planifier une activité de couple par semaine. Et ça, je sais que c'est difficile pour les familles recomposées. Il y a toutes sortes de routines, il y a toutes sortes de gardes, etc. Mais ça peut peut-être être même de prendre une petite marche. Ça n'a pas besoin d'être très long. Mais l'idée est de faire quelque chose qui est vraiment pour le couple. Un peu comme quand on a commencé à se fréquenter. Et surtout que, comme on a dit, la famille recomposée, c'est souvent une famille instantanée où est-ce que la période de fréquentation n'a pas été nécessairement très, très longue. Le fait de pouvoir instaurer une routine où est-ce qu'il va y avoir un temps qui est protégé pour le couple, ça permet aussi de protéger la résilience du couple et de s'assurer qu'il va pouvoir continuer à travailler sur la solidification de son lien. Donc ça, c'est des investissements qui sont vraiment importants pour le couple. Évidemment, ça m'appelle à vous parler de la communication. Alors, je pense qu'à travers les différentes suggestions dont on vient de parler, ce qu'on voit là-dedans, c'est vraiment l'importance de la communication. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, je vais être assez spécifique. Premièrement, la communication, ça nous permet de tisser des liens. Hein? Donc, c'est vraiment ça qui permet le développement de la relation. Ça permet aussi de clarifier les rôles. Hein? On en parlait tout à l'heure, clarifier le rôle de parent, de beaux-parents, de partenaire aussi dans la famille recomposée. Donc, la communication est centrale à ça. Ça permet aussi d'explorer nos sentiments, nos croyances. On en parlait aussi de ça, hein, de s'interroger sur son histoire, de penser à quel impact ça a sur les choix qu'on fait maintenant. La communication nous aide là aussi. Ça nous permet de résoudre les problèmes, parce qu'on sait qu'il va en avoir. Il n'y a pas de vie de famille qui est sans problème. La famille recomposée, ça tombe comme tout dans les autres familles. Donc, la communication est très importante pour pouvoir s'attaquer au conflit. Puis, elle favorise aussi l'empathie et le sentiment d'être entendu. Donc, ça aussi, c'est vraiment important parce qu'on le sait que chaque personne dans la famille recomposée a besoin d'avoir sa place, a besoin de trouver sa place et donc de pouvoir ressentir qu'on est entendu, qu'on est compris. C'est une façon aussi de trouver sa place dans ce territoire-là. Puis finalement, bien, ça permet de définir les attentes et les règles. Et ça aussi, c'est important parce que le système familial recomposé, c'est un système qui est complexe. Hein? Moi, quand je parle de famille recomposée, souvent j'utilise l'analogie de la carte de gym. Hein? Je dis, dans une famille intacte, tout le monde a la carte or. Hein? C'est comme un gym où tout le monde a la carte or, accès à toutes les installations en tout temps. Tout le monde sait qui fait partie de la famille et qui n'en fait pas partie. Dans les familles recomposées, c'est plus compliqué. Là, on parle d'un gym où est-ce qu'il y en a qui ont la carte or, mais il y en a qui ont la carte argent, puis il y en a qui ont le forfait étudiant seulement soirée week-end. Donc, on parle de différents types d'identification, différents niveaux d'engagement, de sentiment d'appartenance à la famille. Donc, pour ces raisons-là, c'est vraiment important de pouvoir développer les règles, les attentes, parce que contrairement à la famille intacte, où est-ce que tout ça, ça peut être très simple, dans la famille recomposée, ça devient plus compliqué. Donc, la communication est vraiment notre allié à ce niveau-là. Et donc, tous ces enjeux-là sont au cœur de la recomposition. Et donc, c'est important d'encourager, je pense, nos couples à valoriser leur qualité de communicateur et à développer leurs habiletés de communication. Alors, comment est-ce qu'on peut les aider à faire ça? Bien, d'abord, on peut les aider en apprenant à discuter efficacement. Là, je donne le classique, ça fait 20 ans qu'on en parle, alors je ne suis pas mal sûre que tout le monde le connaît. Hein? Là, je décris mes sentiments en utilisant le « je » versus du « tu ». C'est un classique, mais il est indémodable. Hein? De parler de soi versus de critiquer l'autre, en général, ça aide à être mieux écouté, à être mieux entendu de notre partenaire. Mais au-delà de ça, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Par exemple, quand on a une plainte à faire, quand ça ne va pas bien, il y a quelque chose qu'on n'est pas content, bien, porter sa plainte sur quelque chose de spécifique, sur un comportement actuel, ça peut être utile. Hein, quand on dit à notre conjoint, il y a un mois, quand tu as fait telle chose, j'ai vraiment pas aimé ça, c'est difficile pour lui de retourner dans le temps et de changer l'histoire. Par contre, si on dit, ce matin, quand tu n'as pas sorti les poubelles, ça m'a frustré, c'est un peu plus facile d'agir là-dessus. Et c'est beaucoup mieux que de le catégoriser négativement en disant « j'ai remarqué que tu es toujours un bon à rien qui oublie constamment les poubelles hein? ». Alors, on s'entend que ça aussi, ça passe moins bien. Donc, l'idée de porter sa plainte sur quelque chose de spécifique, d'un comportement, plutôt que de focaliser sur la personne comme telle, comme si c'était un trait de personnalité, ça aussi, c'est une meilleure façon aussi que notre conjoint va pouvoir accueillir cette rétroaction-là, qui, même si c'est négative, est peut-être quelque chose sur lequel il va sentir qu'il y a plus d'emprise, qu'il est plus capable de faire quelque chose. L'idée aussi qu'en discutant, on n'a pas toujours besoin de gagner. On a le droit aussi de s'excuser.
Quand je travaille avec des couples, moi, je suis toujours surprise de voir les chicanes où est-ce qu'il faut absolument qu'il y en ait un qui ait raison et l'autre ait tort. Et moi, ma question pour ces conjoints-là, c'est de dire, mais à quel point est-ce que c'est une victoire quand c'est la personne aimée qu'on a battue? Il faut peut-être se poser la question. Des fois, quand je travaille aussi avec des amateurs de hockey, je leur dis, vous savez, quand on gagne contre notre partenaire, c'est un peu comme faire un but au hockey dans notre propre filet. Donc, c'est cette idée-là que c'est peut-être pas toujours la meilleure idée, de pouvoir apprendre à trouver des compromis, parce qu'en bout de ligne, on fait partie de la même équipe. Ça peut être beaucoup plus gagnant en bout de ligne. Dans le même ordre d'idée, on pourrait dire aussi d'utiliser des mots respectueux, un ton chaleureux. Donner une rétroaction à notre conjoint avec un ton de respect et de chaleur, montrant qu'on tient à lui ou à elle, bien, ça démontre justement que notre rétroaction n'a pas le but de nécessairement l'invalider, le rejeter, mais au contraire d'arriver à une solution qui va être mutuellement satisfaisante. Donc, notre ton de voix est important et pour ces raisons-là aussi, ça peut valoir la peine de penser à l'avance quand on a des rétroactions plus négatives à faire, un meilleur moment pour parler de ces choses-là, se préparer, penser à comment est-ce qu'on va le présenter pour que ça soit plus gagnant, pour que ça soit mieux reçu. Exprimer aussi une forme d'appréciation avant de formuler une plainte. C'est toujours bon de pouvoir dire à une personne qu'on reconnaît que ce n'est pas entièrement négatif. Par exemple, je sais que tu travailles fort, je sais que tu as ça à cœur, et en même temps, il faut que je te parle de telle chose. Donc ça aussi, ça permet un peu d'ouvrir la porte, surtout quand on est stressé, la vie n'est pas facile, on est pressé, mais de faire ce préambule-là, c'est une façon aussi de démontrer de l'empathie envers notre conjoint. Puis, c'est une façon aussi de pouvoir créer une ouverture pour nous entendre par rapport à ce qu'on a à dire. Et là, je ne sais pas si vous avez porté attention, mais je n'ai pas dit « je sais que tu travailles fort, je sais que tu te donnes à cœur, mais il faut que je te parle de quelque chose ». J'ai dit « et en même temps ». Et moi, je vous dirais, j'aime pas le mot « mais ». Parce que le mot « mais », je trouve qu'il vient souvent invalider, rejeter ce qu'on vient juste de dire. C'est-à-dire, t'es super fine, mais non. C'est comme si on venait de l'enlever. Le super fine, c'est un peu oublié. Puis dès qu'on entend « mais », là, on vient, là, les oreilles, là, on le sait qu'il va y avoir quelque chose de négatif qui s'en vient. Donc, je dirais que c'est le pouvoir des mots, mais c'est une petite suggestion comme ça. Je pense que de faire attention à notre langage, puis des fois juste de le mettre comme ça, de dire « et en même temps »,« et aussi », ça veut dire que ça existe et ça aussi. Donc, j'enlève pas de puissance à ce que je viens de te dire. Je sais que tu travailles fort, je sais que tu as ça à cœur et en même temps, il y a telle chose. Et je pense que c'est une autre forme aussi qui permet de pouvoir donner une rétroaction qui est peut-être plus négative, mais avec une validation qui, elle, demeure malgré la critique. Enfin, je ne garde pas mes irritations pendant longtemps avant de les déverser en bloc. C'est clair qu'on va essayer des fois de se contenir, d'essayer de gérer nos frustrations nous-mêmes. Cela dit, si ça fait en sorte qu'à un moment donné, la manière qu'on donne une rétroaction à un conjoint, c'est en lui racontant les 20 dernières choses qu'il a fait qui n'étaient pas acceptables ou les 15 dernières choses que notre conjoint a faites qui nous a frustrés, ça va être d'une part beaucoup à gérer pour le partenaire, mais aussi c'est que ça va être très difficile de pouvoir répondre adéquatement. Et en bout de ligne, ça va être souvent perçu comme très invalidant, très rejetant. Donc, de pouvoir plutôt adresser les choses une à la fois, c'est probablement beaucoup plus efficace. Il y a probablement beaucoup plus de chances de pouvoir régler les problèmes si on les prend un à la fois que plutôt si on attend 1 mois, 2 mois, puis on dit « fait des mois que j'en peux plus, quand tu fais ça, quand tu fais ça, ta. » Donc, ça devient beaucoup moins de chances que ça va être résolu de façon optimale à ce moment-là. Ce que j'aimerais vous parler aussi, c'est les drapeaux rouges. Les drapeaux rouges, ça fait référence à des recherches qui ont été faites aux États-Unis par le laboratoire de John Gottman. John Gottman est un expert dans les relations de couple. Et en fait, moi, je dis les drapeaux rouges, c'est la traduction, je dirais, officielle. John Gottman est un peu plus dramatique. Lui, en anglais, il va parler des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Donc, c'est un peu plus coloré comme langage.
Ce qui est intéressant, c'est que le laboratoire de Gottman a étudié des milliers de couples à travers les années et Dr. Gottman est maintenant reconnu qu'il est capable, avec même plus de 80 de réussite, de pouvoir prédire quels couples vont se séparer dans les 12 prochains mois. Donc, les couples viennent dans son laboratoire, ont une activité d'interaction et basé sur son analyse de leur interaction, il est capable, dans plus de 80 des cas, de pouvoir prédire quels couples vont durer versus quels couples ne dureront pas. Et sur quoi il base ça? Bien, justement, les drapeaux rouges. Alors, je vous les présente. D'abord, ce que Dr. Gottman va dire, c'est qu'une des choses qui est les plus nocives à la relation de couple, et ça, c'est pas juste pour les familles recomposées, c'est en général, c'est quand les irritations deviennent une critique personnelle. Hein? Donc, tout à l'heure, quand on parlait, c'est important de critiquer un comportement plutôt que la personne, bien, ça fait référence à ça. Quand on commence à traiter notre conjoint, notre conjointe de bon à rien, de paresseux, de désengagé, au lieu de parler de comportements ou de choses spécifiques qui sont à changer, c'est comme du poison, ça, pour la relation de couple. Ça vient effriter la relation. Donc, c'est un des drapeaux rouges auxquels il faut faire attention. Le deuxième, c'est quand notre conjoint devient défensif face à notre rétroaction. Donc, Dr. Gottman va aussi parler du mur de pierre. Hein, on parle à notre conjoint, puis il nous écoute pas, il détourne le regard, il répond pas, il change pas le comportement, et peut-être même il quitte la pièce. Hein, donc là, on remarque que la communication fonctionne pas, là, et on n'est pas entendu. Et là aussi, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que c'est rejetant pour la personne qui communique. Donc, la critique, c'est rejetant pour la personne qui le reçoit. Le mur de pierre, c'est rejetant pour la personne qui parle. Ensuite, il va parler du mépris et du sarcasme. Hein. Quand là, on commence à interagir avec notre conjoint, puis ça commence à être très méprisant, très sarcastique. Alors, à ce moment-là, ça aussi, c'est vraiment un autre là, poison pour la relation de couple. Enfin, il va dire, c'est aussi le désengagement. Donc, quand on commence à se retirer émotivement, on commence à vivre notre vie de plus en plus en parallèle. Alors, par exemple, hein, on peut imaginer une interaction où est-ce qu'un conjoint dit « Ah, t'as encore laissé tes serviettes sales dans la salle de bain ce matin, t'es paresseux, tu n'écoutes pas, tu penses à personne sauf à toi. » Alors là, on est vraiment dans la critique, mais comment est-ce que la personne reçoit ça? Hein? Elle ne va pas écouter, donc on fait le mur de pierre. Donc, elle se sent invalidée, l'autre personne est fâchée aussi. Et là, peut-être qu'elle va dire « Ah, c'est ça, tu m'écoutes jamais. » Hein? Ils commencent à rouler les yeux, peut-être qu'ils vont faire un regard là, qui démontre le sarcasme, le mépris. Hein? Et qu'est-ce qui arrive après ça? Dire « Bien, finalement, je pense que ce soir, je vais travailler tard. Hein? » Donc, on se sépare, on ne se parle plus, on crée une distance. Donc, qu'est-ce que John Gottman va dire? C'est que ça, quand on commence à voir que tous ces comportements-là sont présents, on est en train de s'enligner vers une séparation. Alors, ça veut dire que c'est clair que ça dépend là, du taux de présence. C'est comme on a dit tout à l'heure, 5 pour 1, hein, les comportements positifs versus négatifs. Donc, c'est certain que c'est possible de revenir de ça, mais quand il y a beaucoup de drapeaux rouges comme ça, il faut se poser de sérieuses questions sur la manière qu'on communique comme couple et voir qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer ça. Et là, ce que je vous dirais, c'est que pour améliorer ça, bien, il faut penser aussi que les gens qui se comportent de cette façon-là, en général, se comportent comme ça parce qu'ils sont stressés. Hein, on le sait que la vie moderne, c'est stressant. Et en plus, nos couples qui vivent en famille recomposée, on en a parlé plus tôt, ils sont stressés pour toutes sortes de raisons. Il y a une recherche qui a été publiée il y a à peu près 10 ans de ça, qui avait essayé de comparer les niveaux de stress dans différentes familles. Puis il avait démontré que le niveau moyen de stress rapporté par des membres de familles recomposées était 5 fois, je pense, plus élevé que dans les familles intactes. Enfin, un taux très, très élevé. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de stress dans les familles recomposées. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour ça? Parce qu'on sait que quand on est stressé, on n'est pas à notre meilleur. Donc, il y a des bonnes chances aussi qu'on puisse en arriver là. Bien, c'est là que c'est important aussi d'apprendre à gérer son stress. Donc, ça, c'est une autre chose qu'on peut faire pour notre couple, c'est de pouvoir développer des moyens, autant dans notre relation de couple que soi-même seul, de pouvoir gérer le stress. Et là, on a mis un certain nombre de suggestions ici, hein, de pouvoir partager son expérience avec quelqu'un en qui on a confiance, respirer profondément, user d'humour, compter de 1 à 10 à l'inverse, pleurer même parce que ça relâche les endorphines, prendre une douche ou un bain chaud, chanter, écrire un journal, prier ou méditer. En fait, faire des choses qui vont nous aider à nous ressourcer, à nous calmer, pouvoir nous aider avec ce qu'on appelle la régulation émotive. Dans la régulation émotive, c'est notre capacité de pouvoir gérer les émotions, les réguler.
Leslie Greenberg de l'Université de York à Toronto, avec Sue Johnson, ont développé la thérapie basée sur les émotions. Ils parlent, eux, beaucoup de ça dans le contexte des relations de couple, dans le contexte de l'adaptation des couples. Et ce qu'ils vont dire, c'est que le stress, c'est une réponse universelle, mais aussi c'est vraiment important comment est-ce qu'on réussit à gérer notre stress. Ça va avoir un impact vraiment important sur notre relation de couple. Et là, c'est important de reconnaître que la régulation émotive, ça implique à la fois ce qu'il va appeler l'autorégulation, donc notre capacité soi-même, individuellement, de pouvoir apprendre à se réguler par des activités que l'on fait seul, donc quand on prend soin de nous, et aussi ce qu'il va appeler la régulation interpersonnelle, donc notre capacité de pouvoir aller vers l'autre pour nous aider à nous calmer. Quand on se tourne vers son conjoint puis on dit « Ah, j'ai besoin de te parler de telle chose », puis là, après qu'on se sent mieux. Ça, c'est de la régulation interpersonnelle. Donc, c'est important d'apprendre à faire les deux, et même, je dirais, les trois, parce que la régulation interpersonnelle, ce n'est pas juste avec le conjoint, ça peut être aussi avec l'entourage, d'autres personnes dignes de confiance. Et ce que Leslie Greenberg va dire, c'est que c'est important de faire les deux, et c'est important pour les deux, que c'est ressourçant de pouvoir apprendre à bien s'autoréguler. Ça nous permet probablement de mieux profiter de la régulation interpersonnelle. Puis apprendre à bien réguler interpersonnellement, ça nous permet aussi de pouvoir solidifier notre capacité d'autorégulation. Donc, ces choses-là vont ensemble. Donc, c'est important d'encourager notre couple à pouvoir faire les deux, de prendre soin de soi puis de prendre soin l'un de l'autre. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on se donne tout ce mal? Bien, c'est aussi parce que d'apprendre à mieux gérer son stress, ça va avoir un autre impact. Ça va nous aider à pouvoir faire un meilleur co-parenting. Et ça, c'est la dernière partie, si on veut, qu'il y a avec les couples, c'est la capacité de pouvoir apprendre à élever les enfants ensemble. Notre couple a un rôle très important au niveau de la famille recomposée. Et donc, il y a une très grande importance qui est à la relation entre les parents et les beaux-parents. Et là, vraiment, il y a trois tâches qui doivent être faites. La première, c'est d'apprendre à faire front commun pour créer de la cohérence pour l'enfant. Ensuite, apprendre à être un bon diplomate pour créer et maintenir une communication saine entre les foyers. Et finalement, apprendre à tolérer le partage du pouvoir, les responsabilités liées à l'éducation des enfants. Et là, si je dis ça comme ça, encore une fois, ça a l'air simple, mais c'est pas compliqué. Excusez-moi, c'est compliqué. Parce que, d'abord, apprendre à faire front commun, c'est bien beau ça, mais souvent, il faut faire front commun quand on n'est pas d'accord ensemble. Donc, comment est-ce qu'on réussit à faire ça? Et puis, apprendre à être diplomate pour créer et maintenir une communication saine entre les foyers, ça aussi, c'est bien, mais ça veut dire qu'il va falloir qu'on agisse en adulte qui se respecte quand souvent on se sent abandonné, fâché, blessé, des fois plein de ressentiments. Donc, ça non plus, c'est pas simple. Puis finalement, apprendre à tolérer le partage des responsabilités liées aux enfants, ça non plus, c'est pas simple, parce que ça veut dire aussi qu'il ne faut pas utiliser nos enfants contre notre ex. Il faut pas chercher non plus le spectre de notre ex dans l'enfant. Hein, quand il fait cette petite figure-là, là, je reconnais mon ex. Il faut apprendre à pouvoir tolérer ça. Pas se laisser manipuler non plus par les enfants. Il faut apprendre à partager l'élevage de nos enfants avec des étrangers, ce qui n'est pas simple. Puis, il faut apprendre à créer une nouvelle famille sans nier la précédente. Donc, ce sont toutes des tâches qui sont pas évidentes et on peut comprendre que le fait de pouvoir cultiver une relation de couple solide, d'apprendre à s'autoréguler et à pouvoir réguler interpersonnellement pour gérer notre stress, ça va être de grands atouts pour pouvoir apprendre à développer ces relations-là. D'autres stratégies qu'on peut utiliser pour développer les relations parentales et beau-parentales, le co-parenting dans la famille recomposée, bien, d'abord, développer des attentes réalistes quant à la relation entre le beau-parent et le bel-enfant. Il n'y aura pas d'amour instantané. Hein? Il faut partir du civisme, puis après ça, on développe tranquillement. Il faut développer ces relations-là qui n'ont pas la même histoire que les autres relations dans la famille recomposée. Il faut discuter de nos rôles respectifs pour que ça soit clair, parce qu'après ça, ça va être plus simple de pouvoir faire front commun. Il faut déterminer aussi c'est qui a le rôle primaire. En général, c'est le parent biologique, mais pas toujours. Alors, il faut quand même qu'on s'entende, il faut que ça soit clair pour chacun des membres du couple, puis aussi pour les enfants par la suite. Développer aussi et entretenir chacune des relations familiales. Moi, ce que je dis à mes familles souvent, c'est vous avez besoin du temps seul pour vous. Vous avez besoin du temps individuellement avec les autres membres pour pouvoir cultiver ces relations-là individuelles. Puis, vous avez besoin aussi du temps en gang pour développer cette appartenance-là à ce nouveau système familial. Puis finalement, il faut développer de l'empathie pour chacun des membres de la famille. Un exercice qu'on recommande souvent en famille recomposée, c'est de demander à chaque personne de parler de c'est quoi les changements
qui ont eu lieu dans la recomposition familiale. Peut-être qu'ils ont changé de quartier, de maison, même de choses qu'ils mangent, on ne sait pas. Donc, de faire la liste des changements, puis de penser à quels sont les meilleurs changements, puis quels sont les changements qui ont été les plus difficiles. Ça peut être une façon de développer de l'empathie envers les autres membres, que ce soit les enfants ou le conjoint, pour mieux comprendre d'où ils viennent dans leur perspective de la recomposition familiale. Enfin, pourquoi est-ce qu'on se donne tout ce mal-là? C'est parce qu'un coparenting efficace, c'est très important. Hein? Ça protège les enfants des conflits d'adultes, parce qu'on est capable de les gérer entre adultes. On s'assure aussi que les adultes demeurent en santé parce qu'ils gèrent bien leur stress. Ça maintient une routine qui est prévisible parce qu'on est capable de faire front commun, les choses sont claires. Ça fournit un bon soutien social, donc quand les choses deviennent plus difficiles, on a quelqu'un vers qui se tourner, on a des ressources. Puis ça met en place des mécanismes de protection contre le stress de la séparation. Puis ça, je vous dirais que c'est excessivement important parce que, je ne sais pas si moi, en tout cas, c'est à ça que ça me fait penser quand je regarde ces choses-là. C'est, en bout de ligne, ce qu'on est en train de faire, c'est d'instaurer un nouveau système. Hein? Et ce nouveau système-là doit être légitime. Ça doit être un système dans lequel on a confiance. C'est comme un changement de gouvernement. Hein? On est en train d'essayer de créer un nouveau système dans lequel nos citoyens, les jeunes et nos partenaires diplomatiques, les ex, vont avoir confiance, vont avoir du respect pour ce nouveau gouvernement-là. Donc, comment est-ce que nous, on va apprendre à développer notre cabinet et se donner les ressources pour bien gérer cette nouvelle petite nation de la famille recomposée? Alors, pour compléter, je vous ai donné un certain nombre de ressources. Je suis sûre que tout le monde dans la rue connaît l'excellent livre qui est publié aux presses de l'hôpital Sainte-Justine, La famille recomposée sur un air différent. On vous en donné quelques autres aussi qui sont disponibles. Malheureusement, la plupart existent encore en anglais. Cela dit, il y a un livre, des sites web, des articles, des fascicules. Encore une fois, je remercie mon étudiante Annie Gagné, étudiante au doctorat, qui m'a aidée à la préparation de ce webinaire-là. Et si vous êtes aussi impressionné que moi par le travail d'Annie, je vous invite à participer à sa recherche doctorale. Annie, on se parlait du fait qu'il n'y a pas beaucoup de recherches sur les couples en famille recomposée. Elle est une de ces chercheurs-là qui s'intéresse aux couples vivant en famille recomposée. Présentement, elle est à la recherche de gens qui vivent en couple en famille recomposée. C'est pour remplir un sondage en ligne qui peut être rempli à l'adresse qui est au bas de l'écran. Et vous avez une chance de gagner un certificat cadeau de 100 $ pour le spa de votre choix dans votre région. Donc, je vous encourage de participer en grand nombre. Alors, je vous remercie beaucoup. S'il y en a qui n'ont pas reçu le PowerPoint, vous pouvez toujours contacter Caroline qui va se faire un plaisir de vous l'envoyer. Et si vous avez des questions, je pense que ça va être le moment. Oui. On a quelques questions. Moi, j'avais une question. C'était vraiment super intéressant. Tu as souvent dit qu'il y a des choses qui sont comme, dans le fond, les dynamiques de couple habituelles. Est-ce que dans ta pratique ou dans tes recherches auprès des couples en famille recomposée, tu dirais qu'il y a quand même certaines dynamiques qui sont vraiment particulières aux gens, que c'est leur deuxième union, ou particulières aux couples qui ont des enfants qui viennent de plusieurs familles? C'est des choses comme vraiment plus spécifiques? Bien, je pense que ça vient parler peut-être un petit peu plus des prototypes, je veux dire, des arrangements dans les nouveaux couples familiaux, les couples dans les nouvelles familles recomposées. Je pense que ce qui est plus, qui ressort plus pour les couples qui vivent en famille recomposée, qui viennent consulter, c'est des enjeux autour de, par exemple, des couples qui arrivent où est-ce qu'une personne voit vraiment la logique, je dirais, de la famille traditionnelle comme étant la loi, puis que c'est pas discutable, c'est normal. Et là, on a un autre conjoint qui dit, ben non, on n'est pas dans une famille intacte, donc on peut un peu réinventer les règles, on peut inventer nos propres lois. Je pense que ça peut être possible à différents niveaux de voir ce genre d'interaction-là dans d'autres types de couples, mais ce que je vois, c'est que c'est souvent un enjeu fréquent qui revient. Ou est-ce qu'il y a vraiment, par exemple, je me souviens d'un couple où est-ce que papa est vraiment d'avis que une nouvelle conjointe, c'est la gardienne officielle des enfants parce qu'elle a accepté d'emménager. Il n'y a plus besoin d'engager de gardienne. Puis papa, il est très sportif, puis il sort 3 fois par semaine pour jouer au hockey, etc.
Puis une belle maman a dit, ben non, pas parce qu'on vit ensemble que je suis la gardienne. Puis il dit, ben c'est toi qui es ma conjointe, tu es la femme à la maison, je m'attends à ce que. Donc, ça peut être, je pense, un exemple, si on veut, t'en dis prototype, là, je dirais enjeu prototypaire. Un autre que je vois, je pense, qui est un enjeu, c'est des familles recomposées, des fois, qui vont vivre ça difficilement, d'être une famille recomposée, puis qu'ils essaient très fort de pouvoir fonctionner comme une famille intacte. Là, les deux conjoints sont d'accord là-dessus, mais c'est plus que la réalité est que c'est pas vraiment possible. Puis c'est la difficulté d'essayer quasiment de passer pour une famille intacte, puis faire ce deuil-là de que non, les choses vont être différentes. Et comment est-ce qu'on, dans ces cas-là, des fois aussi, comment est-ce qu'on fait de la place pour les ex puis leurs nouveaux conjoints aussi, qui les enfants sont attachés à eux aussi. Donc, comment est-ce qu'on nie pas l'existence de ces gens-là qui sont en périphérie de la famille recomposée. Ça, c'est deux exemples auxquels je pourrais penser qui sont peut-être un petit peu plus là, des enjeux vraiment de couple recomposé. Mais sinon, je pense qu'en général, les couples consultent souvent pour les mêmes raisons. Hein? On ne communique pas très bien, on a perdu un peu de... On s'est perdu comme couple après s'être trouvé comme parents. Puis des fois, des gens aussi qui sont très bons parents ensemble vont dire on fait bonne équipe, mais il n'y a plus de couple. Alors ça, je pense que ça n'a pas besoin d'être une famille recomposée. C'est un peu le commun des mortels qu'on va voir ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, une question oui? Qui a été posée, c'est est-ce qu'il y avait des conseils ou des recommandations qu'on peut faire pour les couples qui ont à vivre dans une situation où il y a beaucoup de conflits avec un des ex-conjoints? OK. Alors, donc, quoi faire quand le couple est dans une situation à haut conflit avec un ex-conjoint? C'est certain que ce n'est pas une situation qui est simple. C'est une situation, je suis certaine, qui est commune dans le travail que l'on fait sur le terrain. Dans ces cas-là, je pense que ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est vrai et c'est probablement encore plus vrai. C'est-à-dire que quand on a un ex-conjoint qui est très toxique, une façon de pouvoir se protéger, si on veut, des assauts que ça peut impliquer, c'est de pouvoir justement apprendre à faire front commun, à mettre des frontières, à clarifier les attentes, les règles, clarifier ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, puis d'apprendre vraiment à essayer de pouvoir cultiver une relation beaucoup plus professionnelle que personnelle. Des fois, on voit des couples où est-ce que, par exemple, le parent, qui est un peu le diplomate de la famille, c'est lui l'ambassadeur, il doit gérer les enfants, il doit gérer l'ex, gérer la famille élargie. Donc, si vous êtes parent biologique dans une famille recomposée, vous devenez un peu l'ambassadeur officiel. Souvent, on va voir que cet ambassadeur-là, ce parent-là, va dire, bien, je ne veux pas non plus trop créer plus de conflits avec cet ex-là parce que c'est déjà très conflictuel. Donc, ils vont peut-être avoir tendance à essayer de faire plaisir à l'ex, on s'ajuste parce qu'on ne veut pas créer trop de problèmes. Ce n'est pas toujours la meilleure façon de fonctionner parce qu'en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'on peut pousser. Hein, quand l'ex-conjoint va dire « Bon, c'est correct, alors si je pousse assez, ça va passer. » Donc, au contraire, à long terme, c'est peut-être plus gagnant d'essayer de trouver un moyen de façon raisonnable de créer une relation vraiment collégiale, professionnelle, où est-ce que voici les attentes, voici comment nous, on va fonctionner, puis quelles sont les conséquences quand ça ne marche pas. Donc, c'est certain que ce ne sera pas toujours possible de pouvoir instaurer ce genre d'entente en place, mais je pense que j'aime bien me référer aux analogies de la diplomatie pour ça. C'est pas toujours simple de s'entendre entre nations, hein, on n'a pas tous du tout les mêmes valeurs, mais en même temps, il y a des choses qui nous motive à continuer à être en relation. Hein? Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on continue à communiquer quand même. Dans ce cas-ci, c'est généralement les enfants. Donc, on a quelque chose en commun. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler autour de ça pour créer une relation professionnelle qui va être au bien-être des enfants? Et d'un autre côté, comment est-ce qu'on peut apprendre, je pense, comme parents biologiques, à pouvoir, d'une part, parler avec notre conjoint pour qu'on s'entende ensemble sur c'est quoi qui va être pour nous qui est acceptable. Et ensuite, c'est le parent biologique qui peut, comme ambassadeur, aller pouvoir faire des pourparlers, si on veut, avec l'ex-conjoint quand c'est possible de faire des pourparlers. Sinon, quand ça devient très, très toxique, je pense qu'il faut vraiment limiter la communication à ce qui est nécessaire. Et au-delà de ça, d'essayer de le limiter le plus possible pour essayer, encore une fois, de créer des frontières qui vont faire en sorte que ça va être de moins en moins possible pour cette personne-là d'avoir un impact négatif sur la famille. Mais il n'y a pas de solution parfaite par rapport à ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'est beau. Oui, Claudine? Est-ce que tu, d'après ton expérience, tu disais que tu étais toujours, tu faisais toujours de l'intervention, c'est ça? Tu
y a une augmentation des demandes pour la consultation chez les couples de familles recomposées. C'est dans ta pratique même? Oui. Moi, je l'ai remarqué, puis je l'ai remarqué à différents endroits. J'ai remarqué en pratique privée, entre autres parce que quand je commençais à travailler en pratique privée, très rapidement, on recevait beaucoup de consultations. Puis en fait, surtout que moi, je m'affichais comme étant spécialisée là-dedans. Puis il y a à peu près personne, en particulier dans la région ottawaise, où je viens de la région d'Ottawa, très peu de gens qui étaient spécialisés là-dedans. Mais je me souviens même durant ma formation doctorale à Montréal, j'avais fait de la formation en thérapie de couple, puis on remarquait une augmentation là, dans le nombre de demandes de gens qui venaient de ce genre de structure familiale-là. Et maintenant, à l'Université d'Ottawa, je suis superviseure et j'ai aidé à gérer le centre de services psychologiques sur le campus durant la dernière année. Puis là aussi, on remarque de plus en plus que, on reçoit des consultations de couple et de famille, mais de plus en plus que ça vient des familles recomposées et que la raison de consultation est liée aux enjeux de la recomposition familiale. Donc, c'est pas ça donne que c'est des familles recomposées, mais vraiment, il y a un aspect de la consultation qui est lié à ça. Donc, je pense que c'est probablement tributaire en partie du fait qu'il y en a plus, que les gens aussi sont peut-être plus à l'aise de consulter. C'est peut-être aussi plus clair dans les médias que c'est possible pour eux d'avoir des ressources. Parce que je pense dans le passé, moi, en parlant avec des familles recomposées, le message que j'entendais souvent, c'est qu'il n'y a pas vraiment de ressources pour eux. Ils ne voient pas beaucoup de où se tourner pour parler à quelqu'un qui va comprendre ce qu'ils vivent eux. Donc, je pense que c'est probablement même un bon signe qu'il y en ait plus aussi. C'est peut-être qu'ils comprennent mieux que c'est possible d'avoir de l'aide aussi. Dans ce sens-là, dans ta pratique, justement, est-ce que tu dirais que la principale raison de consultation, si on y va de manière plus spécifique, c'est en lien avec où est ma place comme parent ou beau-parent dans cette famille-là, autant pour le parent non gardien que le parent gardien. Et que ça, cette recherche de comment on va gérer tout ça, ça a une grande influence sur la satisfaction des couples qui recomposent une famille. Oui, non, définitivement, je pense que c'est central aux consultations de ces couples-là. Et chose intéressante, ça me fait faire un lien avec la thèse doctorale d'Annie Gagné, justement, parce que la partie de la thèse dont on vient parler, c'est une collecte en ligne, mais elle a fait aussi un nombre d'entrevues avec des couples en famille recomposée qui sont ensemble depuis très longtemps. Donc, elle s'est intéressée aux couples qui ont duré. Et une chose qu'elle remarque, c'est que c'est tous des couples qui mentionnent le fait que il n'y en a pas un qui ne l'a pas mentionné, qu'une des choses pour eux qui était vraiment le plus importante, c'était justement ça. Que quand ils ont pu définir c'était quoi leur rôle respectif, puis qu'ils s'entendaient, c'était ça qui était lié au niveau de satisfaction, puis que ça augmentait leur engagement vers le couple. Puis il y en a plusieurs maintenant que les enfants sont partis, ils ont quitté le nid, puis ils ont parlé de comme étant des expériences charnières. Donc je pense que le pendant de ça aussi est vrai, que ceux qui le font bien, ça marche pour eux. Fait que c'est encourageant. Vous aurez une autre question? Oui. Est-ce que tu dirais aussi que dans ce sens-là, on peut s'entendre sur la place justement des parents, beaux-parents en début de recomposition et que cette place-là, c'est pas immuable, que ça peut changer en cours de route quand les enfants grandissent et tout ça. Oui. Et donc, ça peut être normal pour les gens d'avoir à renégocier ces places-là pour la recomposition. Puis je pense que c'est vrai pour deux raisons. Parce que je pense, premièrement, c'est vrai à cause de la notion de durée de la relation. On ne peut pas s'attendre, je pense, à la même place dans la vie de quelqu'un qu'on vient de rencontrer que quelqu'un, ça fait des années qu'on connaît, puis qu'on a partagé la même maison, etc. Je veux dire, on pense même des gens, des fois, qui ont été colocs pendant plusieurs années, qui se sentent comme si c'est des membres de notre famille. Donc, je pense que c'est normal, cette progression-là. Puis je pense aussi pour le niveau développemental, parce que les parents aussi ont à renégocier leur rôle avec leurs enfants à mesure que les enfants passent à différentes étapes développementales. Donc, je pense que c'est tout à fait normal de penser que les beaux-parents également auraient ces mêmes tâches développementales-là à faire. Le problème, souvent, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'informations, je pense, qui sont faites pour ces familles-là. Il y a très peu de ressources pour leur expliquer que, justement, c'est normatif, que ce n'est pas nécessairement problématique, puis qu'il y a des moyens de pouvoir faire face à ces transitions-là. Je suis entièrement d'accord avec toi, Claudine. C'est bon. Alors, c'est fini. Merci.